Bon, la bonne nouvelle, c'est que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez survécu à une semaine boursière qui restera dans les annales. Pas forcément pour les bonnes raisons, mais elle le restera quand même. Parce qu'on vient juste de vivre 5 séances pendant lesquelles le marché a définitivement décidé qu'il n'avait plus jamais l'intention de baisser. Plus jamais. Quoi qu'il arrive, même si Donald Trump appelle ABC News pour expliquer qu'un échange de missiles dans le détroit d'Ormuz, c'est une petite tape d'amour. Surtout dans ce cas-là, visiblement. Si on reprend juste rapidement le décor pour bien situer là où on en est actuellement, les indices américains alignent les records comme moi j'aligne les bières un soir de Coupe du Monde. Oui, en fait, non, pas les bières et pas la Coupe du Monde, parce que moi, le foot, mezzo. Mais bon, vous avez l'idée. Le S&P 500 est dans une zone qu'on n'avait jamais vue. Le Nasdaq a pris plus de 6000 points en 6 semaines. 6000 points. Et puis le SOX, bien sûr, l'indice des semi-conducteurs est en hausse de 61%, même plus, depuis le début du mois de mars. 61% sur 2 mois. À ce niveau-là, c'est plus de la performance, c'est une expérience extracorporelle. Intel, d'ailleurs, à propos d'extracorporel, le mort-vivant de la tech, le truc dont on se moquait gentiment l'année dernière en disant que de toute façon, ça sentait vraiment le sapin, eh bien, Intel est à quasiment plus de 250% depuis le début du mois de janvier. Et c'est pareil chez Micron, chez AMD et tout le reste de l'équipe des semi-conducteurs, tout ce qui ressemble de près ou de loin à un circuit imprimé ou à le moindre rapport avec les semi-conducteurs, tout ça, ça a explosé. Et au milieu de cette folie collective, le roi Nvidia, le souverain incontesté, il fait modestement pas le figure avec ses petits 30% depuis fin mars. Le ratio Nvidia-SOX est relativement au plus bas depuis 2 ans quasiment. Alors au milieu de tout ça, vous me direz, oui mais Thomas, c'est complètement déraisonnable tout ça. Vous aurez raison quelque part. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a passé le stade de la raison il y a bien longtemps. On est en phase FOMO industrielle, Fear of Missing Out version moléculaire. Les volumes sur les calls sont en train d'exploser. Les particuliers achètent des options à effet de levier comme si c'était des baguettes de pain chez le boulanger un dimanche matin. Le ratio put-call est sur des plus bas historiques. Plus personne ne se protège. La volatilité est écrasée. Il n'y a plus de peur dans le marché. Et tout le monde, absolument tout le monde est convaincu qu'il a craqué le code et qu'il sait que ça va aller plus haut. Qu'il est certain que ça va aller plus haut. Sur les forums boursiers aujourd'hui, si tu as l'outrecuidance de te montrer méfiant ou pire, bearish, tu te fait laminer, insulter, mettre au banc, voire virer du forum. Sauf qu'il n'y a pas de code, que la finance, c'est pas une science exacte, mais ça, on se rendra compte certainement plus tard. Parce que pendant que Wall Street fait la fête dans le détroit d'Ormuz, on continue à se balancer des missiles à la tronche. Oui, avec beaucoup d'amour, d'accord, mais mercredi soir, 3 destroyers américains ont quand même décidé de traverser le détroit d'Ormuz comme si de rien n'était. L'Iran a sorti les drones, les missiles, les bateaux. Les Américains ont riposté. Bilan officiel, aucun actif américain touché. Les actifs iraniens, tout le monde s'en fout. Et on part du principe que selon Trump, tout est détruit, tout est coulé. Tout est chaos. Trump a enchaîné avec un post poétique sur la mort des papillons pour se référer aux Iraniens, puis il a conclu en disant que tous les échanges ne sont que des petits échanges affectueux entre amoureux. Le gars a complètement perdu les pédales. Une toute petite tape d'amour à coups de tomahawk. Bienvenue chez Trump en 2026. L'Iran, de son côté, il rejette publiquement le plan de paix américain. Il prévient que le détroit reste fermé tant que les Américains n'ont pas payé des réparations de guerre. Mais Rubio attend toujours des réponses ce week-end. Désespoir, toujours désespoir. Donc en gros, on signe la paix demain, sauf que personne ne veut signer, sauf qu'on annonce qu'on va peut-être la signer et que peut-être la millième annonce sera la bonne. Et pendant ce temps-là, le marché, lui, s'en cogne complètement. Le marché monte, le marché veut monter, le marché doit monter. Oui, parce qu'il y a la méthode Coué et il y a la méthode Wall Street 2026, qui est juste la méthode Coué, mais sous stéroïde avec un compte ouvert chez Robinhood à côté. Alors, on se met le générique, là, on attaque les 5 axes de la semaine. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Veillet, et nous sommes le 9 mai 2026, et ce marché est fou, totalement fou, mais apparemment, c'est normal. Cette émission vous est présentée par Swissquote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors le premier axe, et c'est probablement le mouvement le plus important de la semaine, c'est l'espèce de rotation sur les marchés. L'énorme, spectaculaire rotation hors des hyperscalers vers les outsiders des semi-conducteurs. Pendant 2 ans, on a tous chanté la même chanson, Nvidia, Nvidia, Nvidia. Toute la liquidité du monde est partie chez Jensen Huang, le gars en blouson de cuir, et puis, au début mars, quelque chose s'est cassé, ou plutôt quelque chose s'est mis à respirer ailleurs. On a commencé à faire des paris sur autre chose, sur la mémoire, sur Intel. Intel qui est devenu le héros du moment, qui gagne à tout, sur tout et à tous les coups. Dernier deal en date, annonce avec Apple. Bingo! Intel monte de 248% depuis le 1er janvier. Intel qui était de la daube il y a encore 12 mois. Trump en a acheté 10% en août dernier. À ce rythme-là, on se demande si Trump ne devrait pas plutôt devenir hedge fund manager plutôt que président. Bon, en même temps, son fonds perso fonctionne pas mal depuis 18 mois. Merci à l'insider trading. Et puis alors ça marche beaucoup moins bien chez Nvidia. Enfin, ça marche quand même bien, mais moins bien en relatif, parce que le récit a un peu changé. Pendant longtemps, on disait toute la valeur ajoutée de l'IA, c'est Nvidia. Seulement Nvidia, toujours Nvidia et encore Nvidia. Maintenant, on commence à dire... Attendez, parce que si on construit des centaines de data centers, faut bien quelqu'un pour fournir la mémoire, le packaging, les wafers, l'équipement quoi. Et là, la liste s'allonge et la liquidité s'éparpille et les outsiders en profitent. Bref, on se pose pas mal de questions sur l'avenir de l'IA, sur le volume des capex, sur les investissements à venir dans les prochaines années et on aimerait parfois bien savoir quand est-ce qu'on va vraiment commencer à gagner de l'argent avec tout ça. Mais en attendant, on s'en fout parce qu'il faut être dedans et surtout pas rater le train. Alors, on diversifie, on achète des semi-conducteurs, on achète du SOX et finalement, c'est lui qui en profite le plus. Le SOX est en hausse de 250% sur 12 mois, lui. Et hier soir encore, il a terminé au plus haut de tous les temps. Alors oui, bien sûr, on entend parler de bulles, on entend aussi parler de valorisation stratosphériquement débile. On fait des comparaisons avec la bulle Internet et on nous répète que c'est pas pareil. Et c'est vrai, sincèrement, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. On ne peut pas comparer les valorisations de l'époque avec les boîtes d'avant avec celles d'aujourd'hui. Mais par contre, on peut se demander à quel moment quelqu'un viendra tirer la prise. Et pourquoi est-ce qu'on tirera la prise? Mais ça, vraiment, pour l'instant, on a le sentiment que c'est de la musique d'avenir. Deuxième axe, et celui-là, il faut vraiment qu'on en parle parce que c'est en train de devenir la nouvelle ligne de communication corporate la plus cynique de la décennie, c'est les licenciements à cause de l'IA. La liste est en train de devenir très longue. On a vu la semaine dernière Cloudflare, Upwork, Meta, Coinbase, tout le monde s'y met. On a même inventé un nouveau terme pour les RH qui déclare que ces actions, ces licenciements ne sont pas un exercice de réduction des coûts. Non, on ne licencie plus pour économiser de l'argent, on définit la création de valeur. C'est beaucoup plus joli. Après, peut-être qu'un jour, on se rendra compte que l'IA ne consomme pas, que l'IA ne fait pas de shopping et que l'IA ne mange pas au restaurant. Et du coup, les gens qui se sont fait licencier ne pourront plus consommer ni manger au restaurant non plus. L'usage interne de l'IA chez Cloudflare, par exemple, a augmenté de 600% au Q1. Donc, évidemment, on n'a plus besoin d'un cinquième des humains. Et c'est que le début. Tous, absolument tous, sont en train de sortir la même musique. C'est plus un plan social, c'est une transformation agentique. Les RH du monde entier viennent de trouver leur excuse pour les 10 prochaines années. Vous allez vous faire virer et on vous dira que c'est pour vous permettre de participer à la révolution IA. C'est pour votre bien. On est tellement content de pouvoir bientôt porter un jour un t-shirt sur lequel il sera écrit « Been there, done that. Moi aussi, j'ai été viré par ChatGPT et ses cousins. » Le truc le plus dingue, c'est que ces boîtes ne se cachent même plus aujourd'hui. Avant, on disait on doit malheureusement procéder à des ajustements de structure. Maintenant, on dit « Ah, on a encore augmenté l'usage de l'IA de 600%. Ah, 1000 personnes dehors. » C'est limpide, c'est honnête et c'est terrifiant. Mais tout le monde s'en fout. Troisième axe, il est tombé hier soir, les non-farm payrolls d'avril. Alors le grand rendez-vous mensuel, le grand raout mensuel, le truc que tout le monde attend pour savoir si l'économie américaine est encore en vie. Et là, mes amis, accrochez-vous parce que c'est de la haute voltige statistique et linguistique. Les chiffres officiels disent que l'économie américaine a créé des emplois en avril. Le taux de chômage est stable. La productivité Q1 a battu les attentes de plus de 8%. Le coût unitaire du travail s'est légèrement refroidi. Bref, sur le papier, c'est Alice au pays des merveilles. Sauf que si on se concentre sur les chiffres et les annonces de ces derniers mois, les annonces de licenciement aux USA sont au plus haut depuis la pandémie. Tout le monde licencie, tout le monde réduit, tout le monde restructure, tout le monde encourage les départs naturels. Et pourtant, les NFP nous disent qu'on crée des emplois.
Alors comment est-ce qu'on explique ça? Il y a 3 théories. Premièrement, les chiffres sont en retard. Le BLS mesure ce qui s'est passé en avril et les vagues de licenciements actuelles vont commencer à apparaître dans les chiffres de mai et de juin. Deuxièmement, les boîtes qui licencient des cols blancs surdiplômés à 200 000 $ par an sont compensées statistiquement par des embauches dans la restauration, le retail et les services. Des salaires à 35 000 $. C'est mathématiquement neutre. Sociologiquement, c'est un cauchemar. Et troisièmement, et c'est mon hypothèse préférée, je dois vous le dire, les chiffres officiels sont juste devenus n'importe quoi. Les révisions des derniers mois sont massives. Celle d'il y a 2 mois a été révisée de 200 000 jobs vers le bas. Donc on nous sort un chiffre pour nous dire c'est super. 2 mois après, on dit oh je me suis gouré dans les chiffres. En fait, il y avait 4 zéros de moins. C'est plus de l'économie aujourd'hui. C'est du one-man show statistique. Le marché obligataire, lui, il est pas dupe. Le 10 ans américain est planté autour des CAC 40 et pour l'instant, la courbe bouge plus. Powell est en transition vers Kevin Warsh. L'incertitude géopolitique paralyse tout et personne au FOMC n'a envie de sortir du bois. La Fed est en pilote automatique jusqu'à la fin de l'année et a priori, elle ne baissera pas les taux. Conclusion, on nous dit qu'on crée des jobs, donc tout le monde licencie. C'est étrange, c'est même franchement bizarre, mais c'est 2026. Et en 2026, on pose plus ce genre de questions impolies parce que en 2026, il n'y a pas que ça qui est bizarre. Le 4e axe de la semaine, c'est bien sûr le pétrole. Le baril a vécu une semaine de schizophrène. Le WTI a fait du yo-yo entre 90 et 97. Vendredi, sur la séance, on a perdu 6%, puis repris 7%, puis reperdu 1,5%, puis repris 2%. Pendant la nuit, le pauvre trader sur l'énergie a vieilli de 5 ans en 12 heures. Mais le truc vraiment important, c'est la sortie du patron de Shell jeudi dernier, qui a glissé aux investisseurs que le marché du pétrole fait face à une pénurie d'1 milliard de barils et que ça empire chaque jour durant la guerre. On en a parlé dans le Morning Bull d'hier. Et puis, on oublie aussi que pour l'instant, le pétrole se traite beaucoup à coup de futur papier et qu'un jour, il va falloir livrer du physique et que s'il manque de plus en plus de barils, ça va vite se compliquer. Et je suis pas sûr que les méthodes de l'US Navy qui tirent sur les pétroliers iraniens va résoudre le problème de manque de barils. Pendant ce temps-là, le prix de l'essence aux États-Unis a passé largement les 4,50 $ le gallon pour la première fois depuis juillet 2022, 6 mois avant les midterms. 6 mois. Donc Trump a intérêt à signer la paix très vite ou accepter de se faire déglinguer cet automne. 5e et dernier axe, la grosse semaine commerciale et politique et géopolitique. Vendredi, des juges de New York ont invalidé les tarifs de 10% imposés par Trump en février sous la fameuse section 122. Verdict, Trump n'a pas le droit. Mais Trump s'en fout complètement. Trump, il continue de taxer, de menacer, et il fait comme s'il s'en foutait totalement des juges. D'ailleurs, je crois qu'il s'en fout totalement. Et si on croit les médias de ce samedi, il prépare une nouvelle vague de taxes à l'importation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'en fout des annonces de Trump. Il a perdu son importance et le marché a enfin trouvé la solution pour faire la sourde oreille. En gros, cette semaine, d'un point de vue commercial, Trump s'est fait déjuger, il a menacé l'Europe de surtaxer, Von der Truck lui a passé de la pommade dans le dos comme d'habitude, et il va nous sortir de nouvelles taxes incessamment. Le marché apprend comment ignorer Trump avec élégance et professionnalisme. On notera encore que la semaine prochaine, il y aura un gros morceau au chapitre commercial puisqu'il y aura le sommet Trump-Xi 14 et 15 mai à Pékin. Ce sommet qui a déjà été reporté une fois à cause de la guerre et que Pékin n'a pas vraiment envie de voir se produire chez lui tant que le détroit reste fermé. Le marché chinois retient son souffle, le Hang Seng patine, le CSI 300 patine, mais si par miracle les deux gars là ils signent quoi que ce soit qui ressemble à un semblant de désescalade commerciale, le marché risque bien de décoller comme un papillon qui ne retombera pas dans sa tombe cette fois. Et puis je vous disais que le marché apprend de mieux en mieux à ignorer Trump, mais on retiendra également qu'il a également appris à se foutre totalement de l'aspect militaire, pétrole et Hormuz. Oui, parce que si on récapitule cette semaine, lundi, cessez-le-feu officiellement toujours en vigueur sur le terrain. L'Iran rappelle que le détroit reste fermé tant que les USA n'ont pas payé des réparations de guerre. Wall Street prend 0,4%. Mardi, l'Iran rejette publiquement le plan de paix américain. Le projet Freedom est qualifié de stratagème diabolique. Wall Street à nouveau record sur le S&P, AMD plus 16%. Mercredi soir, 3 destroyers de l'US Navy traversent le détroit. L'Iran sort drones, missiles et bateaux. Les Américains frappent, répliquent, bilan officiel, aucun Américain touché. Le baril fait plus 5% en 2 heures et on fait un nouveau record historique. Jeudi, Trump qualifie l'échange de missiles de petite tape d'amour et compare les Iraniens tombés à la mer à un papillon dans sa tombe. Le marché trouve ça trop mignon, plus 0,7 sur le Nasdaq. Vendredi, le baril fait du yo-yo entre 90 et 97 $, 6 mouvements de 2% ou plus dans la même séance. Le pauvre trader énergie, c'est plus
plus comment se shooter au Xanax ou à l'Exomil, le S&P clôture la semaine sur un nouveau record historique. Samedi matin, le Détroit est toujours fermé, le plan de paix est toujours rejeté, le cessez-le-feu est toujours en vigueur, le pétrole est toujours en mode bipolaire et plus personne dans la salle de marché ne lève la tête de son écran, mis à part les types du Desk Energy qui boivent du Xanax au petit déjeuner. Pour faire simple, l'IA est la nouvelle formule magique à tout. Les semi-conducteurs sont le moyen de devenir riche. Si vous vous faites virer, il faut acheter le titre de la boîte qui vous a viré. Enfin, si elle bosse dans l'IA et dans les semi-conducteurs, parce que le reste, c'est trop la loose. On attaque les performances de la semaine. Alors, si on regarde ce qui s'est passé, qui a performé cette semaine, eh bien, évidemment, vous l'aurez compris, le semi-conducteur index est en tête avec 11,14% sur la semaine. L'argent suit de près avec 6,90 derrière. Le Nikkei, qui a travaillé que 2 jours, a quand même réussi à prendre 5,38%. Le Nasdaq termine en hausse de 4,51. Vous le voyez, c'est l'euphorie totale. C'est moins drôle en Europe quand même, parce que si on regarde l'Europe, mis à part le MIB, qui a quand même réussi à aller chercher les 2% et qui a battu un record historique cette semaine, sauf erreur, à côté, vous avez pas grand-chose. L'Ibex qui prend 0,6, le DAX qui gagne 0,19, la France en baisse de 0,03, et nous, en Suisse, on est une loose avec 0,27% de baisse. Bah, il faut dire que nous, on a quand même peu de titres intelligence artificielle à l'intérieur du SMI pour nous aider à aller voir plus haut. D'ailleurs, le SMI, les vedettes de la semaine, bah, vous voyez, le seul truc qui est en hausse vraiment cette semaine, eh bien, c'est Logitech International qui prend plus 10%, quasiment Richemont derrière avec 6,67, ABB parce que ça c'est aussi un peu de la tech, Partners Group parce que les softwares vont un peu mieux, et puis derrière, vous avez Alcon qui s'est fait démonter sur ses résultats, on va y revenir dans quelques instants, et le reste, franchement, c'est désintérêt total. Pourquoi? Eh bien, parce que dans tout ça, il n'y a pas d'IA et il n'y a pas de semi-conducteur, donc forcément, c'est la loose totale. Allez, on attaque les graphiques. Le SMI, je vous l'ai dit, donc moins 0,27% sur la semaine. On est collé à la moyenne mobile des 50 jours, que vous voyez là en vert. Pour l'instant, on a l'air de vouloir suivre le mouvement. J'ai envie de dire que tendanciellement, on est un peu parti pour aller retourner sur les bas du range, enfin la moyenne mobile des 200 jours dans un premier temps, à 12 760, puis peut-être aller chercher une accélération, mais à la baisse, bien sûr, mais pour que ça se produise, il faudrait qu'il se bouge et il se passe quelque chose du côté américain, parce que pour l'instant, ils sont tellement forts. Alors, malheureusement, on bénéficie pas du mouvement américain parce que nous, on n'est que les petits Suisses et puis il n'y a pas vraiment d'intérêt à venir se planquer là quand tout va tellement bien aux États-Unis. Mais le vent peut tourner quand même. Enfin, pour l'instant, on tient, on s'accroche au mur, mais c'est pas la grande euphorie sur le marché suisse en ce moment. Alors maintenant, on attaque les winners de chez Winner. Alors, vous voyez, le S&P 500, donc, termine au plus haut de tous les temps, 7396 sur l'indice américain. Si on regarde un peu sur le graphique sur le plus long terme, vous voyez que l'année passée, au mois d'avril, quand c'était la fin du monde, on était à 4794 au plus bas. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est à 7396. Alors, je vous dis pas le retour, c'est juste phénoménal. Et ça ne s'arrête pas. Vous voyez, on enquille les semaines de hausse comme ça. Voilà, ça s'arrête plus. Il n'y a plus rien à chercher graphiquement. Après, la problématique dans ce genre d'événement, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y a toujours un effet gravité qui revient frapper. Donc, pour l'instant, ça va peut-être se produire dans un jour, dans 2 jours, dans 10 jours, on ne sait pas. Mais pour l'instant, les volumes sont tels à la hausse, les gens achètent et ont peur de rater le mouvement que c'est juste devenu totalement incroyable. Et on vit, comme dirait quelqu'un, une époque formidable. Le Nasdaq, pareil, il explose, donc voilà, c'est difficile, quand vous faites de l'analyse technique, on peut toujours chercher des tendances, des machins, mais si on regarde un petit peu la tendance aujourd'hui sur le Nasdaq 100, vous voyez que ça veut plus rien dire. C'est pratiquement bientôt une ligne verticale, on n'y est pas encore, mais bientôt on va y arriver. On va commencer à monter à coup de 15% sur le Nasdaq. Non mais là, c'est un peu la même réflexion, à un moment donné, ce mouvement-là, cette amplitude-là va s'arrêter, à quel moment et pour faire quoi ? Et à quel moment on va corriger? J'ai envie de dire qu'on sait que ça corrigera. La question, c'est pas est-ce que ça va corriger. La question, c'est quand est-ce que ça va corriger. Mais pour l'instant, on peut pas non plus aller contre la tendance parce que c'est l'euphorie totale sur la tech. Et c'est très bien représenté par le semi-conducteur index qui, vous le voyez, c'est littéralement explosé. Il n'y a pas d'autre terme. Regardez-moi ce mouvement. On parle là ce candlestick rouge qu'on a là en bas. Il date du 30 mars, le 30 mars, et aujourd'hui on est à 11 775, alors que l'autre jour au plus bas, on était à 7084. On a pris bientôt 5000 points sur le semi-conducteur index. C'est du délire. Alors, pas besoin de vous montrer les graphiques des titres à l'intérieur. C'est devenu juste tout simplement n'importe quoi. L'Allemagne, vous voyez que c'est dur. C'est vraiment pas facile en Europe. On n'arrive pas à aller chercher les plus hauts de tous les temps pour l'instant. Ça pagaille. On laisse des trous dans tous les sens. Et on est vraiment victime de ces ouvertures avec des gaps partout. Vous voyez là, il y en a dans tous les coins.
forcément, avec ce qui se passe toutes les nuits en Iran, à chaque fois qu'il y a une nouvelle annonce, le DAX réagit et fait des gaps à l'ouverture dans un sens ou dans l'autre. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à s'en sortir. Le CAC 40, c'est pareil, même tronche, vous voyez, hésitation, on va nulle part. C'est vraiment l'image d'un marché. Regardez ce qu'on fait déjà depuis... Alors quand vous voyez la performance du SOX, par exemple, ou du Nasdaq, regardez ce qu'on fait sur la même période en France. Il ne se passe rien. On est dans un range de 400 points et ça n'arrive pas à trouver une direction. Donc évidemment, là encore, ça dépend du contenu de l'indice. C'est vrai que le contenu de l'indice français, c'est pas non plus l'euphorie au niveau technologie. Eh ben, ça reste très compliqué et on n'arrive pas à sortir du mouvement. Donc on voit quand même bien, et je pense que le CAC et le DAX sont vraiment l'explication et l'expression même de tout ça. On voit très bien qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas pareil parce que vous avez des cycles. Donc vous avez vraiment des cycles et des secteurs qui performent. Et si vous n'êtes pas dans le secteur qui va avec, eh ben ça va pas jouer. Et ça ne joue pas pour l'instant en Europe parce qu'on n'est pas du tout là-dedans. Et ça montre aussi bien que aux États-Unis, il y a une surperformance de la tech, évidemment, et qu'à l'intérieur du S&P 500, vous avez quand même énormément de boîtes qui tirent l'indice à la hausse, ce qui n'est pas le cas en Europe. Et donc, pour l'instant, eh bien, c'est très compliqué pour les marchés européens. L'or, la semaine dernière, je vous disais que l'indicateur, on va dire, le positivisme sur l'or était au plus bas. Donc, résultat, ça rebondit. Donc, pour l'instant, on a rebondi. On était chercher la moyenne mobile des 50 jours. C'est pas l'euphorie, mais on a repris quasiment $200 sur l'or quand même. Et on peut comprendre que vu la performance de certains titres, on puisse avoir envie d'en acheter un petit peu pour se protéger, même si plus personne n'a envie de se protéger, puisque ce marché, on le sait, ne baissera plus. Jamais. Le pétrole, alors lui, c'est en haut, en bas, tu sais pas où tu vas. Hein, donc là aussi, on sait pas vraiment où est-ce qu'on va aller. Je vous le disais, la problématique du pétrole, c'est que pour l'instant, ça traite dans tous les sens, mais il y a de moins en moins de barils disponibles. À un moment donné, il peut y avoir un shortage sur le physique, et là, ça risque de faire très très mal. Et souvenez-vous, sur le pétrole, quand il y a des déséquilibres fondamentaux qui ne fonctionnent plus correctement, on a ce genre d'exagération qu'on avait eu durant la pandémie, où, souvenez-vous, le pétrole était en dessous de zéro. Imaginez qu'on vive une situation similaire à cette situation aujourd'hui sur le baril et qu'on a une cassure à la hausse violente parce qu'il n'y a plus assez de barils pour livrer le physique. Je vous laisse imaginer ce que ça pourrait faire. Enfin, pour l'instant, le pétrole est en grosse phase d'hésitation. Mais comme je le disais, pour l'instant, il n'y a que dans le détroit d'Ormuz qui fait bouger quelque chose sur le baril. Pour l'instant. Du côté du Bitcoin, alors lui, gentiment, mais sûrement, il monte. Hein. Vous voyez que là, on est en train de faire une magnifique tendance haussière sur la crypto-monnaie. C'est pas hyper dynamique, mais ça monte gentiment, mais sûrement. Donc pour l'instant, don't fight the trend. Et puis attention à la cassure de la résistance de la moyenne mobile des 200 jours. C'est toujours assez important sur monsieur Bitcoin. On attaque maintenant les vedettes de la semaine. Alors aujourd'hui, je vais m'abstenir de vous faire les charts parce qu'il y aura trop de trucs. Alors je vais vous faire un groupé des charts à la fin très rapidement. Mais d'abord, on parle de fêtes sur les sociétés et sur ces vedettes de la semaine. On commence donc avec Geberit. Pendant que certains cherchent encore le bouton de la chasse d'eau de la croissance mondiale, Geberit continue de faire couler le business. Le groupe saint-gallois a vu ses ventes grimper de 3,3% en Europe et carrément de 13,5% au Moyen-Orient et en Afrique. Bon, en Chine, ça tire un peu la gueule, ou la chasse. L'Asie-Pacifique recule légèrement et les Amériques patinent aussi dans le kirsch. Côté produits, les systèmes d'installation et de chasse d'eau restent les stars de la maison, pendant que les salles de bain et la tuyauterie suivent tranquillement derrière. En résumé, même dans une économie mondiale qui fuit partout, Geberit arrive encore à garder une certaine pression à la hausse. On passe ensuite à Alcon. Alcon qui a livré un trimestre typiquement 2026. Les chiffres sont plutôt solides, les perspectives tiennent la route, le bénéfice par action est relevé et pourtant, le titre s'est fait massacrer de 11% lors de la publication des résultats et c'était pire en fin de semaine. Le marché a surtout retenu le ralentissement de la croissance et le bénéfice net coupé presque en deux, même si une partie de la casse, vient d'éléments comptables et d'investissements massifs pour préparer l'avenir. Pendant ce temps-là, les activités chirurgicales explosent, plus 23%, et la santé oculaire continue de tourner comme une horloge, preuve que le business de fond reste quand même costaud. Mais en ce moment, on veut du parfait, du sexy, du spectaculaire, pas juste du bon et si possible un peu de semi-conducteur dedans. Et quand tu rates le chiffre d'affaires consensus d'un cheveu, même avec un programme de rachat d'actions de 1,5 milliard, tu passes directement sous le bus. Au final, Alcon ressemble surtout à une victime collatérale d'un marché qui est devenu totalement accro aux performances stratosphériques des géants de l'IA. Tout ce qui ressemble à une entreprise normale
se fait punir sans sommation et j'ai envie de dire sans justification. Swisscom a tenté le rebond matinal au milieu de semaine avant de se rappeler qu'en 2026, être une valeur défensive, c'est devenu presque aussi sexy qu'un modem 56K. Le groupe souffre toujours de la pression concurrentielle en Suisse et en Italie, même si la fusion Fastweb-Vodafone continue et commence gentiment à produire des synergies et quelques économies bienvenues. Les analystes reconnaissent que le boulot est propre, discipliné et plutôt sérieux. Mais personne ne saute au plafond non plus. On n'est plus dans le oui c'est stable, on est plus dans le oui c'est stable que dans le to the moon. Le vrai problème, c'est que Swisscom reste coincé entre deux mondes, trop cher pour une valeur défensive classique, pas assez excitante pour un marché drogué à l'IA, aux semi-conducteurs et aux actions qui prennent 20% dans le petit-déj. Résultat, le titre baisse pendant que le marché monte. Preuve qu'aujourd'hui, même le rendement du dividende ne suffit plus à faire rêver les investisseurs. Swiss Re a également publié ses résultats cette semaine. Swiss Re a donc encore prouvé qu'en assurance, le vrai talent consiste surtout à gagner beaucoup d'argent pendant que le monde part en vrille. Le groupe a publié un bénéfice largement supérieur aux attentes, aidé par un trimestre relativement calme sur le front des catastrophes naturelles et par des performances solides dans quasiment tous les secteurs de métier. Mais comme on est en 2026, c'est qu'on ne peut plus juste regarder les chiffres tranquillement. Swiss Re a déjà mis de côté 400 millions de dollars pour se préparer aux effets inflationnistes de la guerre au Moyen-Orient et à un éventuel chaos énergétique autour du détroit d'Ormuz. Le plus fascinant, c'est que les assureurs ne couvrent même pas directement les dégâts de guerre, mais ils savent très bien que quand le pétrole explose et que les chaînes logistiques déraillent, la facture finit toujours par arriver. Et quelque part, c'est souvent sur leur bureau. On passe maintenant à Logitech. Là aussi, publication de résultats. Logitech continue tranquillement de faire ce que beaucoup de boîtes tech rêveraient encore de savoir faire. Vendre des vrais produits, gagner du vrai argent et contrôler vraiment ses coûts sans compromettre de remplacer l'humanité avec une IA qui écrit des poèmes. Le groupe a sorti un exercice solide avec des ventes en hausse, un bénéfice net qui grimpe de plus de 12% et des marges qui progressent plus vite que le chiffre d'affaires. En gros, la machine tourne bien. Et pourtant, même Logitech est obligé de parler géopolitique, guerre au Moyen-Orient et impact sur les chaînes de distribution, comme si vendre des claviers et des webcams nécessitait désormais un diplôme en relations internationales. La direction reste donc prudente pour la suite et refuse de donner des prévisions annuelles, histoire d'éviter de finir comme toutes les sociétés qui promettent la lune avant de se prendre un missile inflationniste dans les comptes 3 mois plus tard. Le plus intéressant chez Logitech, c'est surtout que Logitech voit dans l'IA une énorme opportunité pour les 12 à 18 prochains mois. Traduction, après avoir vendu des webcams pour Zoom pendant le Covid, ils espèrent maintenant nous vendre le futur du travail hybride version ChatGPT sous stéroïdes. Ils ont également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions. Et puis, Lonza, pour terminer, confirme ses objectifs 2026 avec une croissance attendue de 11 à 12% et une rentabilité toujours solide portée par son recentrage sur le business CDMO. Le groupe explique que le premier semestre sera nettement meilleur que le second, manière polie de préparer le marché à un ralentissement plus tard dans l'année. En gros, quand tout le monde parle IA et semi-conducteurs, Lonza continue tranquillement à fabriquer les médicaments des autres et à imprimer du cash avec ses cuves et ses labos. Je vous montre donc en express les graphiques du moment. Donc, vous voyez que Geberit, c'était relativement bien pris, bien entendu, mais satisfaisant, mais finalement, le titre ne fait absolument rien. Alcon s'est donc fait défoncer. Voilà. Il n'y a pas de commentaire à ça, c'est juste, quand vous regardez les chiffres, c'est un petit peu quand même exagéré, ça a l'air, mais en tout cas, ça n'a pas du tout plu au monde merveilleux des analystes. Donc le titre est à 49,17 pour l'instant, c'est clairement l'illustration d'un couteau qui tombe chez Alcon. Swisscom, vous voyez que ça a été bof, c'est toujours bof, mais bon, c'est toujours quand même vachement haut. Le dividende est toujours satisfaisant, mais ça a été peu salué par la presse, en tout cas cette semaine. Je pense que tant qu'on est là sur ces niveaux-là, à 650, on risque pas grand-chose. Si ça casse, on a un risque d'aller un peu plus bas, mais ce sera toujours un truc à arracher sur faiblesse, ne serait-ce que pour le dividende, mais pas forcément pour l'excitation que cela procure. Swiss Re, là aussi, on joue le dividende, je vous l'ai dit, les chiffres étaient bons, ils sont prudents, mais voilà, pour l'instant, eh bien, on reste toujours relativement bien disposé sur Swiss Re, mais on est au fond du bac, mais ça paye un gros dividende, et c'est tout ce qu'il faut retenir. Graphiquement, il faudrait pas qu'aller chercher en dessous des 120, mais pour l'instant, ça a l'air de tenir. En tout cas, en cette fin de semaine. Logitech, donc, qui s'est envolé cette semaine et qui a la meilleure performance du SMI, on vous l'a dit, des bons chiffres, un rachat d'actions, que demande le peuple, et puis si en plus il peut faire de l'IA derrière, ils vont bien finir par remonter à 97 francs. Et puis on termine avec Lonza, qui fait un bon boulot, mais qui n'excite personne. Donc voilà, on reste sur les bas du range, sur les 470, et ça donne un peu envie de dire que finalement, ça résume assez ce qui se passe en Suisse en ce moment, c'est que l'intérêt est relativement bas, parce qu'on n'est pas du tout dans le bon secteur d'investissement, puisqu'aujourd'hui,
les meilleurs, le seul et unique endroit où on a envie d'investir, c'est la tech, donc l'IA et les semi-conducteurs pour l'instant, jusqu'à que ça change. On passe au vrac de la semaine avec Last Minute qui a progressé sur les 3 premiers mois de l'année en dépit des annulations et reports de réservations à cause de la guerre au Moyen-Orient. Le bénéfice net a atteint 6,6 millions après 6,5 millions un an plus tôt. Uber Unsuner a explosé durant la semaine suite à un upgrade d'UBS qui a fortement relevé l'objectif de cours. AMS Osram s'est envolé de près de 30% jeudi dernier après avoir annoncé une perte nette de 154 millions sur les 3 premiers mois de 2026 à comparer qu'un déficit de 82 millions un an plus tôt. Mais selon les experts, la nouvelle stratégie porte ses fruits. Ça ne se voit pas encore, c'est tout. Mais comme c'est pas très loin de la tech, eh bien on a tout acheté quand même. Avolta a essuyé une lourde chute de ses recettes sur les 3 premiers mois de l'année. La performance a été plombée par la vigueur du franc par rapport aux autres principales devises. La banque Valiant s'est pris les pieds dans le tapis, même si l'établissement a déjoué au premier trimestre le piège des taux d'intérêt zéro, en parvenant à étoffer même légèrement ses volumes hypothécaires. Et ses recettes et ses résultats, le bénéfice net augmente de 1,5% sur un an à 33 millions de francs suisses. Lundi, Sengir s'est pris une claque monumentale après avoir pourtant fait état de recettes en hausse sur l'exercice décalé 2025-2026. L'abandon des activités en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique a toutefois creusé les pertes. Clarion a pâti en début d'année de la guerre au Moyen-Orient qui a pesé sur les revenus et la rentabilité opérationnelle. Mobimo a confirmé sa feuille de route 2026-2030. Au terme de la période, la valeur du portefeuille immobilier est attendue à au moins 4,5 milliards de francs suisses après 3,9 milliards en 2015, immeubles en construction inclus. Voilà, c'est plié pour cette semaine. On récapitule donc en mode express. Les indices battent des records pendant qu'on se tire dessus dans le Détroit. C'est plus facile aux USA qu'en Europe. On a quand même un peu plus peur. On licencie à tour de bras en appelant ça de la création de valeur. Les NFP nous expliquent qu'on crée des jobs alors que les annonces de licenciement sont au plus haut depuis le Covid. Trump se fait déjuger par les tribunaux et personne ne lève la tête. Tout le monde achète des semi-conducteurs, des Kohl, du SOX et même de l'Intel. On vit donc une époque formidable. Enfin, formidable jusqu'au moment où ça ne le sera plus. Mais en ce moment-là, on en reparlera. En attendant, qu'est-ce qui nous attend donc la semaine prochaine? Le gros morceau, c'est bien sûr mercredi, jeudi, le sommet Trump-Xi à Pékin. Sommet déjà reporté une fois que personne n'a vraiment envie de tenir, mais qui aura peut-être lieu. Si les deux signent quoi que ce soit, ça sera bien. Si ça dérape, on aura une excuse de plus pour aller acheter le dip, parce qu'en 2026, tout est une excuse pour acheter le dip. Côté macro, on aura le CPI américain mardi, qui devrait être ignoré, comme tous les chiffres qui dérangent et tout ce qui contient des chiffres officiels. Les retail sales jeudi et probablement 2 ou 3 tweets de Trump qui vont faire bouger le baril de 4%, avec des gros volumes, juste un quart d'heure avant l'annonce. Des gros volumes qui auront toujours raison, comme toujours. Côté earnings, on entre dans la phase finale de la saison avec quelques noms du retail US qui vont nous dire si les Américains consomment encore ou si l'essence à 4,50 le gallon a fini par les faire craquer. Côté Iran et Hormuz, aucune idée. Personne n'a d'idée, personne n'en sait rien. Et de toute façon, plus personne ne s'en occupe à part les types du desk énergie. Et puis surtout lundi matin, dans Morning Bull, j'aurai une communication importante à vous faire. Donc abonnez-vous, activez la cloche, likez, commentez. Si la vidéo vous a plu, partagez-la. Et donc, on se retrouve lundi. D'ici là, passez un excellent week-end. Méfiez-vous des papillons qui tombent dans leur tombe et n'oubliez jamais, sur ce marché, tant que tout le monde y croit, ça monte. Et c'est tout ce qui compte. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.